Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct et voici le sommaire de Ça vous regarde ce soir. Quand la société devance le gouvernement. La vague MeToo inceste dans le sillage du livre de Camille Kouchner a convaincu l'exécutif de légiférer. Mais à l'Assemblée, un texte socialiste était déjà dans les cartons, texte sur les crimes sexuels sur mineurs. Il vient d'être adopté après plusieurs passes d'armes avec la majorité. Pourquoi l'Union nationale est-elle possible sur un sujet aussi grave? Nous en débattrons. On reviendra aussi sur la vive émotion à l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet a été victime d'un acte antisémite abject. La présidente de la commission des lois a décidé de rendre public un mail d'une rare violence à son égard. Interruption de séance dans l'hémicycle et prise de parole du garde des Sceaux. Yaël Braun-Pivet sera avec nous sur ce plateau pour nous dire pourquoi elle va porter plainte. Enfin, notre grand témoin ce soir s'est lancé un défi de taille, remonter la piste du patient zéro. Ce porteur du virus qui, sans le savoir, a contaminé la France entière. Un vrai travail de détective mené avec Raphaël Baquet, Renaud Saint-Cric et le dessinateur Nicobi. Tout cela, ça donne une bande dessinée. La grande reporter au Monde, Ariane Chemin, est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme. #sévère. N'hésitez pas, place au débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci de partager votre soirée avec la nôtre. Bonsoir Ariane Chemin. Bonsoir. Ravie de vous accueillir. Vous êtes grand reporter au Monde. Vous publiez, je le disais, Le Patient Zéro avec votre consoeur Raphaël Baquet, avec Renaud Saint-Cric, journaliste qui va nous rejoindre tout à l'heure, et le dessinateur Nicobi. C'est un vrai polar, en quelque sorte. On garde ça pour tout à l'heure, mais vous êtes aussi l'auteur d'une grande enquête qui a accompagné le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui révèle les actes d'inceste commis par son beau-père Olivier Duhamel. On a envie de vous entendre aussi sur cette déflagration. On en parle ce soir parce que dans l'hémicycle vient d'être adoptée une proposition de loi socialiste, adoptée à l'unanimité, sur les crimes sexuels commis sur les enfants. Et pourtant, il y a eu beaucoup de débats et parfois c'était houleux. Bonsoir, Olivier Faure. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes premier secrétaire du Parti socialiste et député PS du Val-de-Marne. Vous avez bataillé sur ce texte. Seine-et-Marne. Pardon, Seine-et-Marne. Ça commence bien. Seine-et-Marne. Et vous avez, je le disais, bataillé avec votre collègue Isabelle Santiago qui porte ce texte de loi. À distance avec nous ce soir également, Isabelle Aubry. Bonsoir. Vous présidez l'association Face à l'inceste. Vous vous battez depuis des années, depuis 20 ans déjà pour briser ce tabou. La première fois, j'avais 6 ans, c'est le titre de votre livre, chez XO Éditions. Marie-Pierre Rixain, enfin, députée La République En Marche et présidente de la délégation aux droits des femmes, va nous rejoindre dans un instant, juste après le billet de Bruno Denet. Bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam. Vous allez nous planter le décor. Avant de revenir sur ces questions de consentement, ces questions de prescription, on va reparler de cette parole qui n'en finit pas de se libérer. Si j'ai bien compris, c'est à vous tout de suite. Si j'ai bien compris ce soir, Bruno. Alors si j'ai bien compris, Myriam, notre invité du jour, Ariane Chemin, se passionne pour les 2 grands sujets qui dominent l'actualité, le Covid et l'inceste. Car sur le front du Covid, elle cherche à mettre le grappin sur le fameux patient zéro, c'est-à-dire celui par lequel l'épidémie est arrivée dans notre pays. C'est un travail infiniment complexe, beaucoup plus difficile que celui qui consiste à identifier celle qui, sur l'autre front de l'information, est à l'origine du déferlement de témoignages auquel nous assistons. Car de ce côté-là, le patient zéro s'appelle Camille Kouchner, auteure d'un livre retentissant dans lequel elle raconte les abus dont a été victime son frère, abusé par son beau-père. Tous mes sens s'affolent, voilà. J'entends plus, je le vois plus, j'ai le cœur qui bat et je comprends pas ce qu'il me dit. Parce que moi aussi je suis petite et donc en fait il me dit des choses que je ne connais pas moi. Voilà, depuis la parution de La Familia Grande, un flot ininterrompu de témoignages a envahi les réseaux sociaux sous le hashtag MeToo inceste et la parole déferle partout jusqu'ici dans cette émission où le député Bruno Kettel a eu le courage de venir dire qu'il avait été victime d'un pédophile alors qu'il était enfant. Ce qui est le plus terrible, c'est que ce qu'il a fait, au niveau du ressenti physique, vous n'oubliez jamais.
Voilà, et en débarquant dans la sphère publique, tous ces témoignages, toutes ces paroles qui se libèrent, évidemment, le sujet de l'inceste et des crimes sexuels sur mineurs sont devenus des sujets politiques. Oui, fin janvier, le président de la République s'est livré à une grande première, car face à cette avalanche, il a choisi d'adresser un message public aux victimes. Et à vous qui vous êtes libérés d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésiter, je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit. Voilà un message suivi d'une demande faite à son garde des Sceaux de bien vouloir adapter le droit français. Éric Dupond-Moretti a donc consulté des associations de victimes et annoncé un seuil en deçà duquel on ne pourra plus débattre de l'odieuse question du consentement. Un acte de pénétration sexuelle accompli par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans sera un viol. Voilà, si l'enfant a moins de 15 ans, c'est un crime, point barre. C'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement. Seuil encore plus sévère, porté à 18 ans cette fois, s'il s'agit d'un inceste. Bref, lentement mais sûrement, la honte change de camp, selon l'expression popularisée par Emmanuel Macron. La justice est d'ailleurs de plus en plus sensible à ces thématiques. Il ne vous aura pas échappé que Georges Tron, relaxé en première instance, a été condamné hier à 3 ans ferme pour viol. Toutefois, je ne voudrais pas, Myriam, terminer sans avoir évoqué ici un contre-exemple, car il est de taille. On l'a appris ce matin. Le romancier Gabriel Matzneff, accusé de viol par Vanessa Springora et banni du monde littéraire, a fait paraître un livre. Il est intitulé « Vanessa Virus » et Matzneff s'y présente comme une victime. Gloops, il se dit que le livre publié à compte d'auteur n'a été tiré qu'à 200 exemplaires. Il est donc très confidentiel. Mais comme vous le savez, Myriam, les confidentiels, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Merci Bruno pour ce regard. J'ajoute qu'on apprend aujourd'hui que Patrick Poivre d'Arvor est visé par une enquête pour viol. C'est le Parisien qui le révèle. Une écrivaine l'accuse d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises entre 2004 et 2009. Je vais commencer par vous, Isabelle Aubry. Est-ce qu'on peut dire que rien ne sera plus comme avant après cette onde de choc? Est-ce que vous vous dites enfin, ce soir, il y a une prise de conscience, enfin, on va les écouter, les victimes? Oui, parce que finalement, la parole, ça fait longtemps qu'elle se libère. Moi, j'ai constaté que progressivement, elle s'est libérée depuis qu'Internet, en fait, se popularise, et surtout les réseaux sociaux. Depuis la première vague MeToo aussi, qui a permis aux victimes de parler, mais déjà à l'époque, l'inceste n'était pas identifié. Ce qui change cette fois-ci, c'est que l'inceste est nommé. Et ça, c'est extrêmement important. Nous nous sommes battus pour qu'il soit nommé dans la loi. Ça a pris 17 ans. Nous voulions un crime spécifique. Nous ne l'avions pas obtenu. Peut-être que maintenant, enfin, grâce à cette prise de conscience, nous allons l'obtenir. Ariane Chemin, est-ce que vous vous attendiez à une telle déflagration? Vous avez écrit un très très grand papier qui a accompagné la publication du livre de Camille Kouchner, dans lequel on comprend comment fonctionne aussi l'omerta d'un milieu favorisé, protégé, cultivé, dans lequel tout le monde savait finalement, mais maintenant on sait qu'il savait. Et depuis, les têtes tombent. On pense à Sciences Po, bien sûr, mais pas seulement. Je me souviens que quand j'avais rencontré Camille Kouchner au mois de décembre, avant que le livre ne sorte, elle me disait j'ai peur qu'on n'arrive pas à publier le livre. Et je lui dis mais pourquoi vous dites ça? Elle dit vous vous rendez pas compte comment ils sont forts, je les connais, ils sont puissants. Et je trouve qu'on comprend ce qu'elle a voulu dire quand on a vu la somme de mensonges qui ont suivi, notamment à la direction de Sciences Po, où les gens ont menti. Vraiment, le rapport de l'éducation supérieure l'établit. Elle disait aussi, parce que je rebondis sur ce que disait, elle disait aussi, ce n'est pas la parole qui se libère, c'est que on nous a pas écoutés. Ça, elle a un point de vue différent. Elle dit, en fait, nous, on parlait, mais on ne nous entendait pas. Marie-France Pizier, l'actrice, parlait dans le vide. Elle a raconté et on ne l'écoutait pas. Et c'est vrai que ce livre, il y a eu une sorte d'effet de domino, c'est-à-dire que il a la force d'un livre qui est à la fois bien écrit
et qui est écrit par quelqu'un qui est victime, même si elle est une victime collatérale. C'est là aussi l'intérêt de ce livre, c'est que jamais on pensait victime collatérale. Elle a compris que la victime directe n'était pas forcément la seule à subir les conséquences de l'inceste. Et puis elle allie, je trouve, la réflexion de quelqu'un qui a beaucoup lu, qui a lu des tas de livres, La Fabrique du monstre, Muriel Salmona, et de quelqu'un qui est victime. Et ça, je pense que c'était la même chose pour Vanessa Springora, des filles qui réfléchissent, et cette alliance a donné la force de ce livre. Il y a eu un effet cathartique, finalement. Un effet cathartique, un livre, on pourrait dire, performatif, c'est-à-dire que c'est un livre qui agit, qui fait bouger la société. Et ce qui est remarquable, c'est que parmi toutes les plaintes là qu'on voit apparaître, quasiment une plainte sur deux, les victimes disent « j'ai lu le livre de Camille Kouchner et c'est pour ça que j'ai décidé de parler ». Donc ça, c'est quand même assez rare. Vous l'avez lu aussi, Olivier Faure, ce livre? J'ai lu à la fois celui de Vanessa Springora l'an passé et puis celui de Camille Kouchner que j'ai trouvé, à bien des égards, j'ai du mal à dire exceptionnel. Il l'est par la qualité de l'écriture, par la qualité du témoignage et par la description de l'emprise. Parce que ce qu'elle raconte, avant de passer à la phase où elle raconte l'inceste, elle raconte d'abord cette famille rêvée, en tout cas qu'on pourrait rêver, et puis elle raconte le regard qu'elle porte sur son beau-père, qui est finalement solaire, qui est en fait le roi de la famille, et qu'elle aime, qu'elle adore, qui lui a donné, y compris confiance en elle, qui lui a appris à grandir, etc. Et c'est ce monument, ce roc, sur lequel elle aurait dû fonder son existence, eh bien, ça s'avère être un monstre. Et c'est là que tout s'écroule, tout s'effondre. Et donc, on est saisi par l'écriture et par le témoignage qui est extraordinaire. Ouais, c'est aussi un peu le procès d'une génération et d'une époque, et d'une certaine gauche aussi, non ? D'abord, je ne suis pas sûr qu'on puisse qualifier ces gens-là de gauche. Ils ont servi Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. Ça veut pas. Enfin, donc c'est difficile de les situer. Ils ont beaucoup bougé. Ce qui les qualifie, c'est d'avoir été des gens de pouvoir et qu'à toutes les époques, ils en ont épousé les contours. Et qui ont parfois utilisé ce pouvoir pour garder ce secret. Ils ont aussi. On comprend mieux d'ailleurs pourquoi le pouvoir était aussi important, parce que quand on a tant de choses à cacher, il vaut mieux être toujours du côté du manche. C'est Aurélie Filippetti qui a décidé de parler. Notamment à Sciences Po. Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, collègue socialiste. Il y a aussi une question de génération peut-être qui explique qu'à un moment donné, on arrête le silence. Vous le saviez, vous en a parlé? Est-ce que non, jamais. Vous la félicitez d'être dans cette parole-là à ce moment-là? Absolument, je ne le savais pas, je l'ai découvert. J'ai eu moi aussi Olivier Duhamel comme professeur. Non pas à Sciences Po, mais à la Sorbonne. Et j'ai été très surpris, comme beaucoup, parce qu'il était, pour beaucoup de monde, une espèce de monument du droit constitutionnel. Et non, Aurélie ne m'en avait jamais parlé. Et j'avoue que j'étais stupéfait. Mais il y a bien sûr une différence générationnelle au sens où ceux qui, maintenant, les femmes notamment, qui ont décidé de prendre la parole, c'est plutôt une génération. Mais en revanche, ne limitez pas à un milieu ou à une époque ces crimes qui sont malheureusement très partagés. Un enfant sur 10, malheureusement, est victime d'agressions sexuelles au sein même de sa propre famille. Et c'est un tabou qui tombe. C'est un sondage, c'est déclaratif. C'est déclaratif, mais c'est vrai que le chiffre indique quelque chose. Bouscule. Et quand vous voyez le nombre, moi je vois autour de moi des gens qui sont dans mon environnement professionnel, amical, familial, etc. Et je vois des témoignages qui arrivent de gens dont on n'aurait jamais imaginé, qu'ils aient pu être victimes parce qu'ils se sont construits autour de cette fêlure, de cette blessure. Dans tous les milieux. En parler, personne n'est à l'abri. Bonsoir Marie-Pierre Ringfin. Merci d'être là. Vous êtes la présidente de la délégation aux droits des femmes, députée de la majorité. On se dit, il aura fallu cette déflagration, au fond, pour que le législateur, que le gouvernement avance. Ce qui frappe, au fond, c'est que les débats qu'on va avoir sur le seuil d'âge, sur la prescription, ils ont eu lieu exactement de la même manière, avec les mêmes questions, il y a 2 ans au moment de la loi Schiappa. Pourquoi, au fond, le gouvernement avance? Il a fallu, c'est la société qui lui indique le chemin? Alors là où je ne vous suis pas véritablement, c'est que nous, à la délégation aux droits des femmes, dès que je suis arrivée, le premier rapport que nous avons lancé en juillet 2017, c'était un rapport sur le viol. Donc bien avant les réflexions parce que la délégation ne s'était jamais saisie de ce sujet-là, qu'il me semblait qu'il fallait que nous ayons une connaissance très précise de tous les enjeux, de tous les paramètres qui étaient à l'œuvre justement dans les phénomènes de viol. Mais les choix opérés sur le consentement notamment, ils ont été discutés de la même manière à l'identique il y a 2 ans. Et la recommandation de la délégation aux droits des femmes, donc rapport que nous avions mené avec Sophie Oconi, que je salue et qui était dans l'hémicycle également cet après-midi,
était justement cette recommandation. Donc je me félicite que tout le monde se saisisse sur tous les bancs et j'en suis ravie. Les parlementaires étaient au rendez-vous avant le livre. Nous avions en effet formellement indiqué que tout acte de pénétration entre un majeur et un mineur de 13 ans, mais je suis ravie qu'aujourd'hui il y ait un consensus autour de 15 ans, soit un crime. Parce que la notion de viol, pour nous, il y avait quand même cette notion de consentement qui, de mon point de vue, évidemment, ne doit pas du tout être prise en considération lorsqu'il s'agit de mineurs. Donc moi, je suis ravie, et j'en ai parlé évidemment avec Isabelle Santiago, qui appartient à la délégation droits des femmes, et qui porte le texte qui a été adopté Annick Billon, qui est la présidente de la délégation droits des femmes du Sénat, avec laquelle nous avions également échangé, que cette définition-là puisse être retenue aujourd'hui. Et je dois dire que voilà, c'est un travail, honnêtement, qui a été initié par la délégation droits des femmes. Dans la douleur, malgré tout, parce que reconnaissez quand même que le gouvernement a jusqu'ici cherché à temporiser au maximum, y compris il y a à peine un mois au Sénat. Il a adopté des positions qui n'étaient pas celles qu'il adopte aujourd'hui. Et c'est parce qu'il y a cette déferlante dans la société française, parce que les associations poussent, parce qu'il y a des oppositions qui l'ont contraint aussi à bouger aujourd'hui, qu'il a bougé. Mais moi, je suis très heureuse en fait que ce sujet dépasse honnêtement les clivages, et que la société, la nation, la République fasse corps autour de personnalités comme Camille Kouchner, qui en effet, je suis totalement d'accord avec vous, ce livre est performatif, il a engagé la société, la République et le gouvernement à agir, et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, l'unanimité du texte d'Isabelle Santiago prouve qu'aujourd'hui, il y a une maturité politique à suivre cet élan. Pour ceux qui ne sont pas familiers justement de ces débats juridiques, on va regarder tout de suite un sujet signé Stéphanie Despierres. Qu'est-ce qu'ont décidé les députés sur le consentement, sur la prescription, sur l'écart d'âge entre les mineurs parfois? Regardez ce compte-rendu de séance signé Stéphanie Despierres. Les niches parlementaires ne se passent jamais comme prévu pour la majorité. À l'acte 1, il y a une proposition de loi socialiste pour mieux protéger les mineurs face aux violences sexuelles. Âge de non-consentement à 15 ans, renforcement des peines, délit spécifique d'inceste. Le PS et la République En Marche sont d'accord sur le principe, pas sur les détails. Acte 2. En commission, le texte est entièrement réécrit par la majorité, de quoi agacer la députée socialiste à l'initiative de ces changements. C'est une situation ubuesque. Je ne peux croire que le gouvernement cautionne la méthode du coucou sur le travail des parlementaires de l'opposition, surtout sur un sujet majeur qui doit nous rassembler tous à l'Assemblée nationale. Coup de théâtre cet après-midi au milieu de la discussion dans l'hémicycle. Les socialistes obtiennent le soutien du MoDem et d'Agir, pourtant alliés de la République En Marche. C'est du jamais vu. 40 articles du Code pénal modifiés en un amendement, sans aucune étude d'impact, et une proposition de loi qui ne ressemble plus du tout à celle qui avait été déposée. Le travail parlementaire effectué en amont par chacun des groupes s'en est trouvé totalement annihilé. C'est un peu une fin de non-recevoir qui nous a été adressée, c'est inacceptable au regard de l'obligation de résultat que nous avions. Acte 3, le MoDem et Agir votent avec l'opposition. La version des socialistes est donc restaurée et les marcheurs sont coincés. Impossible vis-à-vis de l'opinion de bloquer ce texte. Les députés La République En Marche votent donc cette première mouture de la loi qui ne convient ni au groupe ni au gouvernement. Mais il y aura un acte 4, une proposition de loi sur le même sujet déjà votée au Sénat, arrivera à l'Assemblée mi-mars, une nouvelle occasion pour la majorité de faire passer sa version. Alors il y a un imbroglio, c'est assez technique. Au fond, pour résumer les choses, Marie-Pierre Rixain, vous êtes tous d'accord, mais vous voulez aller vite, c'est ça? Et donc, il faut se saisir d'un autre véhicule législatif, celui du Sénat, plutôt que de la proposition de loi socialiste. Est-ce que je résume bien les choses? Je ne suis pas d'accord avec votre interprétation. Il se trouve que j'ai une collègue également, Alexandra Louis, qui a travaillé sur le sujet, qui a d'ailleurs rendu un rapport d'excellente qualité, qui a elle-même d'ailleurs déposé une proposition de loi. Et le groupe de La République En Marche n'a pas décidé de mettre à mal les propositions d'où qu'elles viennent pour absolument faire passer un texte issu de la majorité. Donc aujourd'hui, il y avait ce véhicule du proposition de loi socialiste, cette proposition de loi que nous avons votée. Il y a en effet un jeu de navette parlementaire qui
le texte voté par Annick Billon, qui en effet va être pris par la majorité, parce qu'il faut, vous savez, que ce texte lui trouve une place aussi à l'Assemblée nationale. Mais vous êtes d'accord sur l'essentiel? Parce que là, mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Si vous l'avez voté, c'est que vous êtes d'accord. Nous sommes tous d'accord pour dire notamment les 15 ans. Il doit y avoir aujourd'hui non seulement les 15 ans, mais qu'il doit y avoir une qualification à part pour ces actes commis sur les mineurs, et quoi qu'il en soit, le consentement ne sera pas recherché lorsqu'il s'agit d'un mineur. Tout acte de pénétration entre un majeur et un mineur sera un crime, un viol. Je crois que c'est important que la société sache aujourd'hui que l'ogre qui a dévoré une partie de nos enfants, qui sera aujourd'hui mis à mal et tué, et nous allons tous... Mais vous avez quand même des petites corrections à apporter via un autre texte. Forcément, techniquement, c'est vrai qu'on s'étonne de l'extérieur. Pourquoi une proposition de loi qui est adoptée, finalement, est adoptée dans la douleur? C'est toute la difficulté. Nous avons vécu un moment assez passionnant dans l'après-midi, puisque ce matin, La République En Marche avait décidé de voter contre, et puis finalement, au fur et à mesure, parce qu'elle était minoritaire, parce que tous les groupes de toutes les oppositions, et même de la majorité, se sont retournés contre le gouvernement et ont décidé de faire passer ce texte. C'est la raison pour laquelle, à la fin, La République En Marche, de bonne grâce, et c'est très bien comme ça, a fini par l'adopter. Mais comprenez qu'il y a quand même un truc qui est très curieux. Vous avez un texte qui est adopté à l'unanimité à l'Assemblée. Et on vous explique qu'on va aller prendre un autre texte qui vient du Sénat, qui ne dit pas 15 ans, qui dit 13 ans, qui ne parle pas de l'inceste. Mais on vous dit que c'est le bon texte pour pouvoir continuer à travailler. Et par-dessus le marché, on vous explique que c'est pour aller plus vite, alors que le gouvernement... Il y a déjà une étape de passé, c'est pour ça que le gouvernement dit ça. Le Sénat est déjà passé. Le gouvernement a la maîtrise de l'ordre du jour. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Si vous voulez que demain matin, les textes repartent au Sénat, ils repartent au Sénat demain matin et ils reviennent la semaine prochaine. Ils le font pour tous les textes qu'ils veulent, mais sur celui-là, comme par hasard, ça ne serait pas possible. Donc, il faut quand même que le président de groupe soit d'accord avec le calendrier du gouvernement. On dépasse cette volonté de s'attribuer les mérites essentiels pour pouvoir passer aux choses sérieuses. J'aimerais quand même le regard des associatifs, et je vous redonne la parole, promis, parce qu'il y a l'imbroglio, il y a la procédure parlementaire, et puis il y a l'attente des associations. Pas qu'on laisse... Isabelle Aubry, j'imagine que vous avez été attentive à ce débat cet après-midi. Il est technique, mais sur l'essentiel, est-ce que vous vous y retrouvez? Les 15 ans, désormais, le consentement ne sera plus pris en compte. La question de la prescription donc n'est pas posée par le gouvernement ni par cette proposition de loi. Puis il y a une question autour de l'écart d'âge. Qu'est-ce que vous attendez précisément? Alors, le texte d'Isabelle Santiago a été travaillé avec le collectif pour l'enfance, donc qui représente 31 associations mobilisées depuis 2 ans, donc depuis la loi Schiappa, sur cette question du consentement. Nous sommes en accord avec ce texte, et nous sommes bien sûr ravis que le gouvernement abonde dans son sens. Il y a des petites phrases qui nous posent question. Lesquelles? Par exemple, de rajouter le mot volontairement, commettre un acte volontairement. En général, quand on commet un viol, c'est volontairement. Après, ça pourra être corrigé. Mais, apparemment, Olivier Faure m'explique sur le plateau que c'est sorti du texte. Le Roméo et Juliette, c'est-à-dire ces 5 ans d'écart d'âge qui finalement ramènent stricto sensu à un seuil d'âge à 13 ans. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un peu technique. Alors, on va essayer d'expliquer les choses avec Olivier Faure. C'est vrai qu'il faut aussi, le garde des Sceaux l'avait bien expliqué, protéger les relations entre mineurs entre 15 et 17 ans. On peut être amoureux à cet âge-là. Et c'est là que la question d'un écart d'âge se pose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dossier, comment il a été réglé dans ce texte, et est-ce qu'il met tout le monde d'accord? Alors pour le moment, dans le texte, ce qu'a évoqué en fait Madame Aubry n'est pas, c'était la réécriture par Alexandra Louis qui n'a pas été retenue, et donc dans le texte qui est voté ce soir, ça n'apparaît pas. Donc il n'y a pas la question de l'écart d'âge, et il n'y a pas la question du volontairement pour l'acte sexuel. C'est vrai que quand on viole, c'est en général volontaire. Bon, ça c'est réglé. Le point principal, c'est les 15 ans, le seuil d'âge à 15 ans. Voilà, et donc il serait qu'il y a un débat sur la question de savoir s'il faut
ne pas protéger les aventures amoureuses quand on a un écart d'âge qui est faible de 5 ans, etc. Mais j'ai avec moi, en fait, cette dépêche que vous avez forcément vue aussi sur cette victime qui s'appelle Julie, violée à 20 reprises par 20 sapeurs-pompiers et qui avait 14 ans au moment des faits. Évidemment, tous ces gens sont venus devant la justice en disant qu'elle était consentante. Elle était alors, à l'époque, quand on lit son dossier, etc., elle était dans un état de vulnérabilité psychologique évidente, sous médicaments, mais tout ça a été requalifié. Et donc maintenant, en fait, c'est une atteinte sexuelle simple. Et donc ces gens-là ne seront jamais condamnés pour viol, alors qu'ils ont, à 20, violé une jeune fille de 14 ans. Donc c'est la raison pour laquelle il faut avancer. À ce cas précis, en fait, c'est ce cas précis que je connais très bien pour en avoir échangé régulièrement, notamment avec les associations féministes. En l'occurrence, la définition du viol sera toujours conservée. Qu'il s'agisse d'adultes, de mineurs, la définition du viol en soi, et notamment la question de la contrainte, de la menace, de la surprise, etc. Tous ces éléments constitutifs du viol vont demeurer dans la loi. En revanche, ce que nous disons aujourd'hui, en particulier à travers le texte que nous avons voté aujourd'hui, et nous allons encore travailler sur des améliorations, parce que je crois qu'il faut encore aboutir sur certains détails, que toute relation sexuelle entre un majeur et un enfant de 15 ans, moins, sera un crime, sera un viol. En revanche, en effet, vous l'avez dit, nous ne sommes pas des censeurs de la vie amoureuse des adolescents, et il faut que nous arrivions à trouver un dispositif qui fait que, imaginons une jeune fille qui est 14 ans, et un adolescent qui a 17 ans et qui de mineur et qui a 18 ans dans l'année en cours, du jour au lendemain, c'est pas pour cela que ce serait automatiquement qualifié de viol, il faudrait évidemment qu'il y ait une plainte de la part de la famille par exemple. Mais cela peut arriver, et donc de facto du jour au lendemain, ce jeune adulte pourrait être condamné aux assises pour viol. Donc il faut que nous ayons une réflexion. C'est le pourrait qui va pas, parce que vous voyez bien que nous ayons une réflexion sur ces aspects-là, de manière aussi à protéger la vie amoureuse entre deux adolescents. Il s'agit en aucun cas de vouloir minorer le crime entre un majeur et un mineur dans le Mais là, dans le cas dont on parle, l'affaire de Julie, oui. Elle est violée par un jeune homme pour la première fois de 19 ans, elle a 14. Donc ça veut dire que est-ce que la seule question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut chercher ou pas à savoir s'il y a eu consentement. Ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas, faut qu'il y ait une présomption de non-consentement. À partir du moment où vous dites, on va rester sur le droit actuel pour ces cas-là, ça veut dire qu'on pourra rechercher et on pourra arriver, comme dans le cas présent pour Julie, bien sûr, mais nous sommes arriver au fait que ce soit requalifié en atteinte sexuelle. Nous sommes totalement d'accord. Non, on n'est pas d'accord puisque vous dites que vous voulez ces 5 ans. Non, on est tout à fait d'accord. Trouvons ensuite un dispositif qui fait que, de facto, vous avez peut-être des adolescents autour de vous qui ont des vies amoureuses avec des jeunes gens d'âge qui peuvent devenir majeurs dans l'année en cours. Il faut que nous trouvions une solution qui fait que quand même ces adolescents puissent avoir aussi leur vie amoureuse de fait. Ariane Chemin, c'est intéressant d'avoir votre regard. Je ne vais pas vous demander de rentrer dans ces arguties juridiques, elles sont très techniques. Et ça me passionne. Mais on se rend compte qu'en fait, tout le monde a le même objectif, c'est de protéger les victimes et enfin, voilà, de donner les moyens juridiques de lutter contre ces crimes d'inceste, ces crimes sur mineurs, et puis peut-être de dissuader aussi, parce que l'idée c'est que ça n'arrive plus. Ça tâtonne, c'est très difficile d'écrire une loi équilibrée, parce qu'il faut aussi penser qu'il pourrait y avoir des cas peut-être d'accusations mensongères. De toute façon, il faut toujours faire attention dans les accusations de violences sexuelles et d'inceste. Ça, c'est le rôle du journaliste, de passer beaucoup de temps, de vérifier. Je sais que au Monde, on a entendu beaucoup de personnes. Il y a des articles qu'on a sortis beaucoup plus tard que d'autres parce qu'on n'était pas tout à fait convaincus. On voulait encore vérifier. Et même pour l'affaire d'Olivier Duhamel, nous, on a travaillé comme si on faisait une enquête. C'est-à-dire que on a pris le livre, on l'a posé à côté. Et on a été voir les protagonistes, interroger, etc., exactement comme si c'était une enquête journalistique. On ne peut pas prendre le risque de jeter des noms en pâture comme ça. C'est évidemment, ça demande beaucoup de vérification. Isabelle Aubry, comment vous regardez ce débat-là ? On sent que voilà, il y a un consensus général.
Il y a encore quelques réglages à trouver, mais ce texte, il a été adopté à l'unanimité. C'est pas forcément la version finale qui sera adoptée. On va voir ce que va décider le gouvernement. C'est la Ve République, souvent, il a le dernier mot. Mais vous trouvez qu'on avance déjà sur cette question de la fin du consentement? Est-ce que c'est un grand progrès? Écoutez, moi, ça fait 20 ans que je milite pour que l'inceste soit reconnu comme un crime et un délit spécifique, qu'on ne demande plus à l'enfant s'il était consentant, comme on me l'a demandé à moi, et que ces crimes-là deviennent imprescriptibles. Donc, quand je vois déjà que la question est posée et qu'on a peut-être une chance d'avoir dans quelques mois un décret d'application, pour qu'on ne questionne plus les enfants, que l'inceste soit reconnu dans la loi, enfin, parce que c'est le mot tabou dont on ne veut jamais parler, ce sera un énorme pas, je pense, pour notre société et pour protéger nos enfants. Il y a un rendez-vous avec l'histoire, d'une certaine façon. Là, j'imagine que vous la sentez, la responsabilité, madame, monsieur les élus. Absolument. Comment vous allez faire? Comment on va sortir de ça? On a des témoignages, on a énormément de paroles qui se libèrent, l'attente est immense. À la fin, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, moi je crois qu'il y a une volonté féroce de pouvoir protéger les enfants et de reconnaître, en effet, je partage ce que dit Madame Aubry, la réalité de l'inceste et des violences sexuelles dans notre pays, qui est vous savez que 70% des violences sexuelles sur les enfants ont lieu dans le cadre familial et amical. Donc manifestement, il y a quand même une réalité que le législateur doit prendre en considération. Oui. Et surtout, je suis d'accord avec vous lorsque vous disiez qu'il faut le faire savoir. Il faut qu'aujourd'hui, il y ait une vertu également de prévention dans le vote de cette loi et que les auteurs sachent qu'aujourd'hui, plus rien ne passera et qu'aucune violence sexuelle entre les enfants et les adultes ne sera admise par la République. Alors, est-ce qu'une forme d'union nationale est possible? C'était la question de ce débat. Parce qu'il y a aussi des jeux politiques. Vous êtes dans l'opposition. C'était une niche parlementaire. C'est le seul moyen d'exister quand on est dans l'opposition pour faire adopter un texte. Est-ce que vous êtes prêt? Comment? Une fois par an. Une fois par an, c'est bien. 11h30 tous les ans. Donc c'est peu. Donc mais dans quel état d'esprit vous êtes? Dans celui que vous écrivez. On a fait le choix, dans ces 11h30 annuels, de mettre ce texte, parce que nous l'avons considéré comme une priorité. Et donc, je souhaite effectivement que l'union se fasse autour de ce texte et que nous puissions avancer enfin. Si vraiment les chiffres qui sont évoqués, et pourquoi les contester? Un enfant sur 10 victime de crimes sexuels. Si autant de Françaises et de Français sont touchés dans leur corps, dans leur mémoire, dans leur affectivité, parce qu'on sait aussi les conséquences que ça a sur une vie entière, alors il ne faut pas traiter ces questions-là comme des questions sociétales, périphériques, parce que la seule chose qui compterait, ce serait l'économie. Et ça. Non, nous sommes faits aussi de corps, de sang, de sentiments, et donc cette question-là doit être vécue comme prioritaire. Eh bien, on va suivre cela de près. C'est que sur tous ces sujets, notamment par les femmes, parce qu'il n'y a pas seulement les sujets de crime, il y a aussi, je vois que la parole se libère sur les dépressions postpartum, je vois que ça se libère sur les décès périnataux, je vois que toutes ces questions-là commencent à envahir l'espace public. Bien peut-être que le temps des femmes est aussi venu par ce canal-là. Merci beaucoup. On va suivre ça de près, évidemment. Ce texte a donc été adopté à l'unanimité. On va voir quel est son avenir. Réécrit, un nouveau véhicule législatif. On suit ça sur LCP. Merci à tous les deux. Vous restez avec moi. Merci également, Isabelle Aubry. Merci beaucoup d'avoir témoigné et nous avoir aidé à analyser ce débat. Vous restez avec